Villa d'Atrice est une fondation privée dédiée à la sculpture contemporaine créée par Daniel Capel-Marcovici et Tristan Fontine. À l'origine de la fondation Villa d'Atrice, il y a cet attrait irrésistible pour le Sud, la Provence et tout spécialement l'île sur la Sorgue et le Luberon, où Daniel Capel-Marcovici et Tristan Fontine vont passionnément rechercher un ancrage et une évasion. Simultanément, il y avait déjà chez eux depuis longtemps une attraction pour l'art et en particulier pour la sculpture sous toutes ses formes. L'idée de faire découvrir la sculpture contemporaine à travers des expositions destinées au public commence alors à faire son chemin. En 2010, la visite à l'île sur la Sorgue d'une grande demeure provençale datant de la fin du XIXe siècle, en bord de Sorgue, est le catalyseur qui permet au projet de prendre corps. La Villa d'Atrice est née. Elle tire son nom de l'alliance des prénoms de Daniel et Tristan, scellant cet exaltant projet artistique mené à deux et soutenu par un cercle d'amis. En 2011, la Villa d'Atrice ouvre ses portes au public sous la forme d'une fondation privée qui a pour originalité et vocation de promouvoir la sculpture contemporaine à travers des expositions thématiques annuelles. Lieu de création, de rencontres, d'échanges et de culture, en 2019, la fondation interroge avec l'exposition Bêtes de scène les relations qu'entretiennent les humains avec les animaux. 85 artistes, confirmés et émergents, expriment leur attachement et leur préoccupation pour toutes ces formes de vie, célébrant la beauté animale, l'élégance naturelle et l'extravagance des parures. Extraordinaire source d'inspiration, l'énergie vitale du monde animal et son infinie diversité donnent accès à un univers enchanté sans cesse renouvelé. Ancêtre des musées d'histoire naturelle, le cabinet de curiosité résumait le monde en un lieu humanisé. Véritable source d'inspiration pour les artistes contemporains qui en proposent leur interprétation, il soulève aujourd'hui la complexité de notre relation aux animaux. Jean-Marie Apriou. Les sculptures de verre de Jean-Marie Apriou prennent la forme allongée et surdimensionnée de crevettes et de seiches au sein d'une cour aquatique. Véritable espace de mouvement dans lequel s'inscrit la pieuvre archive du duo Bachelot et Caron. Prototype en céramique réalisé pour un projet à la Bibliothèque nationale de France. La pieuvre, symbole d'intelligence et de sagesse, représente ici l'histoire des créations artistiques les plus diverses. Les fonds marins exercent aussi une fascination chez Tout Greenfort, qui réalise en verre de Murano une médusa rose. La surpopulation de cet animal nous renvoie à de grandes problématiques contemporaines, comme la surpêche, le réchauffement climatique ou encore le déséquilibre de la chaîne alimentaire. L'installation poétique primordiale de Hugo Rondinone dévoile 11 poissons de bronze suspendus à un fil de fer. Envahissant l'espace, chaque sculpture a pour titre un phénomène naturel. La suspension et le développement en volume influencent l'œuvre de Eva Ramphel, qui, à travers Porifera, sculpture de zinc blanchie, poinçonnée à la main, nous questionne sur la disparition de notre plus vieil ancêtre, les éponges de mer et l'avenir de demain. Disparitions animales et végétales sont aussi évoquées dans Tartaruga de Mirko Baselgia, carapace vide de tortues de Méditerranée, sculptée à partir d'essences d'Afromorsia. L'artiste nous alerte sur le sort à venir de ces deux espèces menacées. Cette œuvre est également une métaphore des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont perdu la vie en mer Méditerranée ces dernières années. Caroline Achintre puise ses influences dans l'histoire de l'art et se nourrit également de références plus contemporaines. Réalisée en céramique, Stouger ressemble à une peau abandonnée, une mue qui évoque la coexistence entre l'avant et l'après, le dehors et le dedans. Réalisé en faïence émaillée, le poulpe luisant de Sébastien Gouju traverse de tous ses tentacules une étagère carrelée, suscitant amusement, surprise et plaisir. Autant d'associations en apparence incongrues qui prennent ici corps dans le registre du familier. La faïence est également source d'inspiration pour Joana Vasconcelos, qui revalorise à travers ses sculptures certaines expressions artistiques traditionnelles portugaises, souvent reléguées au rang d'artisanat. Dans sa sculpture Krishna,
elle s'approprie une célèbre grenouille du faïencier Raphaël Bordalo Pinheiro en la recouvrant de dentelles anciennes. La raie lumineuse de Laurent Grasso, réalisée en onyx bleu-gris, fait référence à certains traitements médicaux utilisés dès l'Antiquité afin de traiter une variété de maladies et de problèmes de santé. Envolons-nous maintenant vers les oiseaux, nés de l'imagination des artistes tels que César. La poule est une figure récurrente dans le travail de l'artiste qui l'apparente à la féminité, la légèreté, mais aussi le mouvement. La figure de la poule est aussi présente dans le travail d'Annie Lacour, qui travaille le métal depuis plus de 20 ans. Les plaques de fer tordues et déchirées sur les bords, tranchantes et soudées, donnent à cet animal inoffensif un aspect plus incisif ou agressif. L'oiseau fait partie des sujets de prédilection de Kiping Wang. L'œuvre Non-oiseau, sculptée en bois d'if, s'inscrit entre tradition et modernité, prenant une allure érotique, tendant vers l'abstraction. Le caractère brut et primitif du bois sélectionné renforce l'animalité du sujet. En opposition, Corneille, pionnier du mouvement Cobra, dévoile son Yellowbird, une sculpture figurative, colorée et empreinte de lyrisme, mettant en scène l'oiseau, mais aussi différents symboles comme le soleil ou le serpent. Inscrit dans le mouvement des nouveaux réalistes, Jean Tinguely place l'objet de récupération au cœur de son art. Avec sa lampe coque, l'artiste joue poétiquement avec des objets qu'il assemble en une machine précaire et illuminée. David Shrigley aborde la consommation de masse avec Egg 3, œuvre surdimensionnée réalisée en céramique faisant partie d'une installation d'une douzaine d'œufs. Alain Seixas travaille sur l'humour, la dérision, mais aussi l'aspect sombre de la vie. Comme tout droit sorti d'une bande dessinée, son chat-cygne raconte une histoire drôle que le spectateur est amené à découvrir et à reconstituer. Nous retrouvons cette dimension humoristique avec Duck on the Ceiling de Richard Jackson. L'artiste cherche ici à renverser les codes entre peinture et sculpture. Il désoriente l'œil du spectateur avec ce canard provocateur. À travers leur vanité, les artistes contemporains vont exprimer le temps qui passe et l'éphémérité de la vie. Le crâne papillon de Philippe Pasqua, réalisé à partir de véritables ossements humains et de papillons naturalisés, accentue ce contraste entre le symbole de l'âme en Égypte ancienne et la grande fragilité de l'existence. Les crânes prennent place sur les 4 poissons en céramique de Johann Créten. Nora Fish fait écho au mythe tout en interrogeant les grandes thématiques de notre société contemporaine, l'environnement et l'écologie. À travers son œuvre, Mark Dion propose une vision contemporaine du cabinet de curiosité, en rassemblant des objets qui n'ont aucune raison historique d'être réunis. Ces sculptures de plâtre, de papier mâché, sont issues de gravures des 15e et 16e siècles. L'artiste accentue le côté extraordinaire de ces merveilles ethnographiques en les recouvrant de peintures phosphorescentes. Dans cette lignée, l'artiste Kate Maguire évolue dans un monde fascinant et fantastique. Faune inédite, mais familière, de formes mêlées, entrelacées, recouverte de plumes de faisan, sa sculpture, Wangle, tente à susciter interrogation chez le spectateur sur les notions de beauté et d'apparence. Serena Caron se considère comme une artiste bricoleuse. Elle donne de la vie à ses 100 chauves-souris en céramique à travers cette installation réalisée in situ. Installés dans les escaliers, les Snails de Jean-François Fourtou, aux proportions surdimensionnées, créent l'effet de surprise. Subtilement, les spirales de leurs coquilles évoquent plusieurs ambivalences, entre vie et mort, soleil et lune, masculin et féminin. Les animaux sont omniprésents dans notre langage, nos croyances, nos mythes, nos récits. Les artistes de l'exposition mettent en valeur la place des animaux dans les cultures humaines et les symboles forts que certains portent en eux.
ce singe fabuleux de Rina Banerjee, orné d'une multitude d'objets, coquillages, perles, fils, tissus, plumes, redore le blason de cet animal, présenté comme le dieu hindou de la sagesse, éloigné de l'image de primate farceur que nous lui connaissons. Avec ses plumes de cire d'abeille moulées à partir de véritables plumes de héron, Gabriel Sobin rend hommage au Bénou, oiseau légendaire de la mythologie égyptienne. Cette matière organique et primaire, translucide et pigmentée de rouge, fait écho aux ailes flamboyantes de l'oiseau mythique, mais aussi à l'importance des mythes dans nos sociétés contemporaines. Les sirènes de Kiki Smith résonnent particulièrement avec l'œuvre de Gabriel Sobin. Créatures ensorceleuses de la mythologie grecque à tête de femme et corps d'oiseau, elles échouent à séduire Ulysse grâce à la cire qu'il place dans les oreilles de ses marins. Gloria Friedman met en valeur le processus de répétition à l'œuvre dans la nature et dans la création artistique. En plaçant ce perroquet devant une surface reprenant le bleu de son plumage et la rondeur de son œil, l'artiste réalise son propre karaoké qui ne fait que répéter la beauté des animaux et de la nature qui nous entoure. La perruche bleue de Delphine Gigou-Martin tente d'échapper au grand oiseau noir tracé au fusain derrière elle. La couleur et le mouvement du petit volatile sont la clé de cette installation, qui véhicule avec tendresse et humour le cynisme de certains de nos récits, comme La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Le dramaturge britannique semble d'ailleurs faire une apparition dans cette scène de balcon à la Roméo et Juliette de Mamadi Seydi. Cette mise en volume d'un proverbe sénégalais humanise la hyène et la vache et montre les similitudes présentes entre les comportements humains et ceux des animaux. Amélie Giacomini et Laura Céliès tentent de renouer avec l'animalité à travers leurs films Toutes ces filles couronnées de langues pour aller jusqu'à oublier leur humanité. Ces conques de verre servent de refuge au récit de leur transformation en une nouvelle espèce animale éloignée de toute civilisation. Céline Clairon présente Sa Régente, une œuvre réalisée en collaboration avec une couturière de la Comédie Française et un apiculteur. Ce col ruché, colonisé par les abeilles, met en lumière l'organisation de ces insectes précieux et la relation étroite que peut entretenir l'art avec la nature. Prune Nourri place cette créature hybride, jeune fille à tête de vache, dans les rues de New Delhi et filme la réaction des passants. Cette sculpture, entre être humain menacé depuis sa naissance et animal sacré, interroge le spectateur sur le déséquilibre entre les sexes et la condition des jeunes filles dans la société indienne. Annette Messager donne elle aussi naissance à des chimères, présentées ici sous la forme d'escargots, dont la coquille se métamorphose en sein. La coquille, inséparable de l'escargot, sert de support à l'artiste pour rendre hommage à l'attache intime entre mère et enfant au moment de l'allaitement. Niki de Saint-Phal plonge avec son totem dans l'intimité de sa vie et le plus grand de ses secrets. Entre joie et tourment, cette sculpture ornée de serpents colorés fait référence au viol qu'elle a subi. La louve de Katia Bourdarel est parée d'un autre loup, délicatement décoré de perles, de tresses et de fourrures qu'elle a confectionnées avec sa mère et sa fille. Le fruit de cette création à 6 mains transforme la louve en un être séduisant et menaçant, à la fois mère de Rome et dévoreuse de chaperons rouges. Les animaux font partie de notre quotidien et habitent nos fantasmes, nos craintes et nos peurs. Certains artistes vont utiliser la figure animale pour critiquer la société et ses dérives. Le travail de Wim Botha contraste entre délicatesse, sensibilité et brutalité. L'installation de bois, sculptée à la tronçonneuse, fait écho à une certaine hiérarchie visant à classer les animaux et dont le lion est roi. Pour Dimitri Tsikhalov, le lion devient le symbole de la dictature, du colonialisme et du pouvoir militaire. Sa sculpture, Head, réalisée à partir de boîtes de cartouches et de munitions,
dénonce le carnage, qu'il soit lié à la guerre comme à la chasse et à la destruction des espèces animales. Merjan Bajic détourne lui aussi les images du quotidien. Sculpture de pierre, I Like America and America Likes Me, assemble des images antinomiques. Un ourson, une grenade, un jouet enfantin, afin de critiquer les actions guerrières des hommes à l'égard de leurs semblables. Harald Fernagu reprend des masques issus de l'économie touristique africaine. Afin de redonner une certaine valeur à ces objets, il les recouvre de souvenirs du bord de mer, des coquillages. Il fait écho à la guerre coloniale et tente de décoloniser ses collections dans ces deux sculptures. Les toises de Céline Clairon, conseil de révision, proposent de nous mesurer à des crânes animaliers, pélicans, sangliers et antilopes. Elle soulève des questions sur la bestialité des hommes, tout en replaçant symboliquement et physiquement l'animal au-dessus de l'humain. C'est dans le bois de Wawa que Stéphane Balkenol taille au ciseau ces figures animales. Caravane et chien associent deux éléments improbables, le chien et un paysage désertique en bas-relief. Inspiré par les fables de Jean de La Fontaine, il invite le spectateur à observer tout en lui laissant la liberté d'interprétation. Mais le chien fidèle et tranquille ne peut-il pas devenir une arme? Dans ces deux installations, Barthélemy Togo dénonce les violences racistes à travers le monde. Strange Fruits fait référence à une chanson de Billie Holiday où les fruits étranges se révèlent être les corps des Noirs pendus, se balançant aux branches des arbres durant la ségrégation raciale aux États-Unis. White Dog fait référence à l'ouvrage de Romain Gary dans lequel l'auteur évoque les chiens dressés pour attaquer les Noirs, dénonçant ainsi le racisme. Les animaux, aussi importants et omniprésents qu'ils soient dans notre société, sont aujourd'hui en grande partie en danger et menacés d'extinction. Les sculptures présentées ici encouragent les hommes à réfléchir à la fois aux conséquences de leurs actes et à des solutions vers une harmonie entre homme et animal. La disparition des éléphants est au cœur des préoccupations d'Andries Botta. Avec cet éléphanteau de bois flotté, retenu par une sorte de cordon ombilical en peau de vache, l'artiste nous prévient des menaces qui planent sur cet animal dès sa naissance. L'éléphanteau est ici flottant, comme à peine sorti du ventre de sa mère, mais semble déjà condamné à en être séparé, ce que sous-entend le titre de cette œuvre, Anissa Anima Mea, qui signifie sans vie en latin. Avec son renard blessé, Pascal Bernier appelle aux émotions du spectateur. Son œuvre, intitulée Accident de chasse, nous emmène de la compassion au malaise et nous encourage à revoir nos comportements vis-à-vis du bien-être animal et de sa préservation avant qu'il ne soit trop tard, comme avec ce renard. Cet appel aux émotions se retrouve dans la constellation du brocart de Julien Salot. Avec ce chevreuil constellé de clous et de fils blancs, l'artiste dit qu'il fait de l'écologie émotionnelle, dans l'espoir de confronter les visiteurs aux actions néfastes de l'homme grâce aux émotions ressenties devant l'œuvre. Art orienté objet est un duo d'artistes très engagés pour la cause animale. Ils proposent des rituels de protection des espèces avec leurs tambours à broderie, ainsi qu'un hommage lumineux aux albatros électrifiés par les lignes à haute tension avec leur installation en néon. C'est en tricotant ce lièvre et cette hyène que Marion Laval-Jantet et Benoît Manguin reviennent vers un processus artistique plus long et plus éthique, prévenant les spectateurs des dangers de l'industrialisation de notre quotidien. L'installation vidéo d'Ursula Palla nous propose d'être les témoins d'une scène insolite. Sur des écrans disposés en fourmilière, des fourmis coupe-feuilles découpent un billet de 1000 francs suisses. Ici, la force impassible de la nature fait disparaître des préoccupations humaines comme celle de l'argent. C'est aussi l'appât du gain, derrière nos pratiques, que Pascal Bernier
critique avec Farmset Piglets. Ces porcelains naturalisés, à l'étroit dans ce cube de miroir, les reflétant à l'infini, dénoncent avec froideur l'élevage intensif et l'inhumanité avec laquelle les animaux y sont traités. Avec Waterfowl, Mark Dion dénonce de son côté l'industrie du transport et du pétrole et les grandes marées noires qui ont évincé de nombreux oiseaux, alors prisonniers de cette enveloppe de goudron. Miguel Branco, lui, rend hommage à un oiseau dont la disparition est due à l'homme. Le dodo, considéré comme un oiseau laid et maladroit, s'est éteint au XVIIe siècle. Julien Berthier, qui nous propose cette enseigne pour pactiser avec les araignées, encourage le visiteur à se questionner sur l'acceptation des espèces les moins appréciées dans nos sociétés. Dionysis Kavalieratos est un artiste qui utilise l'animal pour appeler à plus de tolérance et de solidarité. Sa sculpture Duck a été inspirée de l'organisation des cigognes qui, lors de leur vol migratoire, sont très solidaires des plus âgées d'entre elles. L'Arche de Noé, d'Evert Lindfors, se compose de 33 sculptures animales en argile de nuances variées. Noé, figure en argile blanche, toise cette arche d'animaux à la fois réaliste et fantastique, à l'image de ce mythe fondateur et de l'imaginaire du sculpteur. La goutte de verre de Cooper Jacoby est inspirée de l'échec du projet de maison microbienne de Philips. En faisant cohabiter nid d'abeilles et filtres défectueux, Cooper Jacoby met en lumière notre tendance à imiter la nature tout en la détruisant. Claire Morgan est une artiste qui œuvre à embellir la mort à travers un travail minutieux et un esthétisme saisissant. Son installation, intitulée Falling Down, composée d'une nuée de mouches et d'un rat en chute libre, plonge dans l'univers des espèces qui provoquent dégoût et effroi. La fragilité et la complexité de l'œuvre complètent sa dimension spectaculaire et se frayent un chemin vers la beauté funèbre recherchée par l'artiste. Les milieux et les comportements des animaux dépendent en grande partie aujourd'hui des actions des hommes, souvent nocifs pour la survie des espèces. Les artistes, en usant de leur imagination, envisagent avec optimisme ou cynisme les mutations à venir sur les espèces qui peuplent notre planète. Cette œuvre de la fratrie matérialise un cheval rocher surmonté de montagnes russes. La ruade du cheval, en écho au mouvement des montagnes russes, représente les bouleversements et autres changements brutaux que l'activité humaine peut avoir sur l'environnement. Le rocher de Cirisvel possède une histoire étroitement liée à celle de la villa d'Atrice. Le morceau de souche provient d'un arbre abattu par une tempête dans le jardin de la villa et les statuettes des brocantes et antiquaires de l'île sur la Sorgue. Ensemble, ils forment cet îlot de divinité ancré dans les souvenirs de la fondation. Le paysage rupestre de Samuel Rousseau, en projection vidéo, est un véritable hommage aux artistes préhistoriques. En suivant les reliefs et sillons de la pierre qui sert de support à son animation, Samuel Rousseau respecte les gestes des hommes préhistoriques qui utilisaient eux-mêmes les aspérités et les formes des cavernes pour créer une illusion de mouvement et de perspective. Antonio Gagliardi se penche sur la problématique de l'habitat des animaux et plus particulièrement la disparition de celui-ci. Avec ses nids d'oiseaux futuristes, l'artiste réfléchit à un habitat alternatif pour les oiseaux. Avec Sweet Home 3, il interroge la réduction de la place dédiée aux animaux dans notre environnement en comparaison avec le désir des hommes d'espaces toujours plus grands. Laurent Perbos, dans cette installation intitulée Au-delà, confronte la légèreté de l'image de l'oiseau à la simplicité du matériau du néon et de l'ampoule qui peuplent notre quotidien. Ces oiseaux de lumière deviennent des sculptures d'un univers à part dans lequel quotidien peut rimer avec poésie. Les félins de Hikaru Miyakawa, ornés de chapeaux de fête dorés,
semblent assez éloignés de l'image de prédateurs féroces que l'on peut se faire d'eux. Leur petite taille et ce détail amusant les ramènent à l'âge de l'innocence et de l'espièglerie, rappelant que les animaux, comme les humains, jouent. Terence Musekiwa s'amuse d'ailleurs lui aussi à détourner les objets et transforme des clubs de golf en serpents. Chinyoka Muvu signifie serpent dans le sol en Shona, langue du Zimbabwe. Et c'est par cette énergie de la nature et le geste de l'artiste que les objets prennent vie. Céline Clairon propose ici l'horizon des événements. Ce terme, utilisé en astrophysique pour définir les limites d'un trou noir, est ici poétiquement illustré par le squelette de couleuvre et lié à la sensation de temps suspendu et de souffle coupé, caractéristique de l'univers des fêtes foraines et manège à sensations. L'installation de David Teboul, Les chiens ne sont pas tristes, met en lumière, par la rencontre entre la citation en néon et le portrait rapproché d'un chien, l'intimité de la relation de Sigmund Freud avec son chien Joffy, d'une affinité incontestée et d'une affection simple selon le psychanalyste. Le travail de Nicolas Darro s'inscrit totalement dans la thématique des mutations. Il présente ici ces drones, des insectes complétés par des exosquelettes réalisés à l'imprimante 3D, dans le but d'imaginer des espèces entomologiques futuristes. La mutation et les hybrides sont également au cœur du travail de Laurent Ledenff. De façon très ludique, les animaux mutent pour créer des nouvelles espèces, indifféremment de leur habitat naturel ou de l'époque à laquelle ils appartiennent. Béatrice Artus-Bertrand va encore plus loin dans le concept de mutation en imaginant les seuls animaux rescapés d'une crise écologique dévastatrice. Ces survivants, faits de milliers d'épingles à couture, se résument alors, selon l'artiste, à un manchot et un chien. Les jardins de la Villa d'Atrice ont toujours été, pour les artistes, une manière de faire des propositions uniques en s'appropriant les arbres, les massifs et les bords de Sorgue. Les paresseux en textile, d'Élodie Antoine, se sont installés sur les branches des arbres du jardin nord et du jardin sud. L'installation joue sur le doute, l'amusement et l'inquiétude à la fois. Que se passerait-il s'ils se décidaient à descendre de leur arbre ou se mettaient à coloniser tout le jardin? Robert Combas, artiste phare de la figuration libre, s'inspire des cultures populaires, des graffitis, des bandes dessinées et du street art. Son œuvre monumentale, Cheval, allie humour, couleur et drôlerie en faisant écho aux chevaux à roulettes pour enfants, mais aussi au cheval de Troie, icône de guerre. En opposition, Didier Marcel explore les notions de paysages urbains, ruraux et industriels. La teinte brune et orangée du fer à béton oxydé de ces deux sculptures minimalistes, les cervidés, rappelle le fauve du pelage de l'animal. La bête de Julien Allègre, réalisée aussi à partir de matériaux bruts, s'impose à nous et nous observe. Perforée et marquée par la rouille, l'effet du temps ne semble pas avoir de conséquences sur elle. Elle nous interroge sur notre relation à l'animal, nos craintes, nos peurs, notre sensibilité. Les sculptures minimalistes, fluides et singulières de Nicolas Hérès sont un éloge de la légèreté. Les lignes de métal s'imposent dans l'espace et viennent mettre en valeur les volumes. Son installation dévoile des fourmis, insectes sociaux qui dépendent les uns des autres. L'ours de Eric Dittmann renvoie aux prémices de l'utilisation informatique afin de favoriser le processus créatif. Cet assemblage monumental en acier résulte de la rencontre entre l'artiste et Alberto Rossini, industriel milanais. Bordalo Secondo est un street artiste portugais plaçant l'écologie et l'état de la planète au centre de son travail. Son œuvre engagée, Plastic Elephant, réalisée en déchets plastiques, dénonce les conséquences de l'homme sur l'environnement et la menace qui pèse sur certaines espèces animales.
Le Jardin des Simples est une œuvre de Johann Créten faisant référence à l'homme. Des visages primitifs ornent l'extérieur de ruches. Tout comme les abeilles, ces derniers sont rangés en communautés et symbolisent une monarchie organisée. Sa sculpture Europea's Dream présente une chouette réalisée en bronze patiné, motif récurrent dans l'œuvre de l'artiste. Cet animal énigmatique nous renvoie à la culture européenne, contemporaine, mais aussi à la Grèce antique, en faisant écho à Athéna, déesse des artistes et des artisans. L'oiseau est aussi source d'inspiration pour l'artiste Xavier Veillant, qui propose ici une vision géométrique de l'animal par la technique de la facettisation et le mélange des codes de l'industrie et de l'art. Barry Flanagan s'intéresse à un animal peu représenté dans la sculpture moderne, le lièvre. Inspiré par ses souvenirs d'enfance, cette figure de bronze étirée à l'extrême renvoie aux métamorphoses et aux contes populaires. Réalisée in situ, l'œuvre Mononoke de Laurent Perbos s'inspire des cultures japonaises. Ces créatures étranges, produites à partir de matériaux de récupération, se placent au bord de la Sorgue en tant que gardiennes des lieux. Nous retrouvons l'utilisation des matériaux de récupération dans la sculpture Kundalini de Laurent Bode, qui détourne et métamorphose un objet de notre quotidien, le tuyau d'arrosage. Une puissante énergie spirituelle semble le transformer en serpent ondulant. Knut Victor s'intéresse au paysage sonore en tant qu'espace d'expérimentation. Amoureux de la Provence et du Luberon, sa cabine téléphonique, Allô la Terre, nous dévoile les sons d'animaux les plus insoupçonnables qu'il a enregistrés dans les montagnes du Luberon. Entre nature et sculpture, Roland Cognier travaille à partir de matériaux bruts pour réaliser une synthèse parfaite du sujet représenté, sans détails ni fioritures. Sa meute, constituée de 4 loups de bronze, sauvages et mobiles, renvoie à nos propres peurs. Richard Di Rosa participe à l'élan du mouvement artistique de la figuration libre au début des années 1980. Son univers haut en couleurs, peuplé de petits monstres, entre bande dessinée et expressionnisme pop, a l'immédiateté sans détour de l'art brut et la puissance d'une figuration débridée. Françoise Petrovitch façonne une œuvre singulière et forte à travers de nombreux médias. Elle révèle un monde ambigu, silencieux et souvent inquiétant. L'animal humanisé que dévoile sa sculpture Sentinelle semble tout droit sorti d'un conte populaire. Bamassi Traoré valorise les matériaux de récupération pour confectionner son bestiaire plus vrai que nature, en évoquant les grands animaux du continent africain grâce à la soudure de pièces mécaniques. Figure de pierre de Stephen Rink, taillée directement sur un bloc de grès rouge, dévoile une population bigarrée et comique de paresseux. Cet animal doux et familier contraste avec la technique sculpturale brute que l'artiste a employée.